Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes. Et est-ce qu'on a des messieurs ce soir? On n'a pas de messieurs ce soir? Si, il y a Philippe. Ah, et Simon. Voilà, mais vous êtes du cru, vous êtes ici. Vous êtes chez vous. On est ici chez vous. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes ce soir au Café Débat des Lyonnes. Vous savez qu'on organise ces événements assez régulièrement au sein de l'équipe des Lyonnes. L'équipe des Lyonnes, c'est ce réseau nouvelle génération qui parle de féminisme, mais pas que. Féminisme qui se veut volontariste, ouvert, volontariste. Et donc aujourd'hui, on est 3500 membres dans le réseau de l'équipe des Lyonnes. Et on organise quasiment un événement chaque semaine, dont celui-ci. Et vous savez que tous nos événements sont toujours très différents. L'idée, c'est de pouvoir vous emmener dans des sujets, vous faire rencontrer des personnalités, des talents féminins, de vous montrer que l'écosystème est d'une richesse incroyable ici à Lyon et qu'en fait, on peut à peu près faire tout ce qu'on a envie de faire et qu'en tous les cas, on est dans des choses qui sont accessibles et on essaie vraiment de vous faire partager ça, de vous emmener, de vous embarquer avec nous dans ce sujet. Un événement par semaine, je le disais. On a aussi un podcast que vous connaissez qui est le Café des Lyonnes. Le Café des Lyonnes, c'est chaque semaine une personnalité féminine, une fois par an. Un homme qui vient nous parler de la place des femmes dans le débat public, mais le reste du temps, toutes les semaines, chaque semaine, une invitée au Café des Lyonnes. Et ces invités, eh bien, on les réinvite, on recroise leur parcours dans les cafés débats comme c'est le cas de celui de ce soir. Donc on a ce podcast, on a également une émission qui s'appelle le Face à la Lyonne, où là, on invite sur un autre média qui est celui de Lyon Femmes, on invite des femmes à venir présenter des projets qui ont de l'impact, qui veulent changer la société. Et puis, plus récemment, on a lancé depuis 2 semaines une nouvelle émission avec RCF Lyon. Voilà, on anime une chronique et on met à nouveau en valeur en valeur les profils et les talents féminins. L'idée, c'est toujours la même, c'est de valoriser les femmes dans la place publique, de les inciter, de vous inciter à prendre la parole, à parler de ce que vous faites, voilà, à vous intéresser à autre chose que ce que vous faites dans votre job et à essayer de vous donner plus de résonance à travers cet outil qui est le réseau et de vous permettre de rencontrer des gens incroyables et de faire des choses un peu extraordinaires, on l'espère. Et on ne le ferait pas, évidemment, sans des partenaires. Et c'est la raison pour laquelle on est là ce soir, c'est-à-dire que, pour nous aider, notre association, depuis 4 ans, s'appuie sur un réseau de partenaires qui est très investi, très impliqué, qui croit à ce qu'on fait, qui a envie de s'engager pour donner aux femmes plus d'élan encore et plus de visibilité dans l'espace public. Donc c'est le cas, par exemple, ce soir ici, au Life Hub de Bayer. Bayer est partenaire avec nous depuis 3 ans et valorise nos actions, notamment en accueillant ce rendez-vous qu'on a choisi. On s'est choisi mutuellement parce qu'on trouvait que ça faisait énormément de sens pour cet endroit extraordinaire dans lequel on est ce soir, qui est un lieu de réflexion, qui est un lieu d'interaction entre l'univers de l'entreprise, Bayer, qui réfléchit, qui travaille sur le domaine scientifique, et puis l'écosystème lyonnais, les entreprises, mais aussi les associations. Et donc c'est un lieu qui se veut un lieu ouvert, un lieu qui est vraiment consacré au débat. Donc ça faisait vraiment sens d'accueillir les cafés Débat des Lyonnes ici. Et donc, je remercie évidemment l'équipe de Bayer et Rachel Rama qui nous a rejoint, qui est ici. Et Rachel, d'ailleurs, je vais t'inviter à venir me rejoindre, si tu veux bien, comme ça, juste venir peut-être dire un petit mot. Rachel Rama, c'est la directrice recherche Ah bah t'as un micro. Voilà. On m'a donné un micro. On t'a donné un micro, c'est très bien fait. Surtout qu'on est chez toi, donc du coup, c'est pas mal. On n'est pas chez moi, mais... voilà, en toute modestie. Rachel, merci beaucoup de renouveler l'engagement à nos côtés. Voilà, c'est la 2e année qu'on le fait. On l'a renouvelé. On est très, très content de le faire. C'est la 3e année. 3e année, ouais. Le temps passe vite. On est... On en a fait... ouais, voilà. C'est ça. C'est fait pour durer, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on ne se pose pas la question chaque année si on va renouveler ou pas. On renouvelle parce qu'on trouve que c'est une super initiative. Et pour une entreprise, on veut aussi avoir de l'impact sur les gens, et en particulier sur les femmes. Et le développement des femmes, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Bayer. Toute la diversité qu'on peut avoir et ce que les femmes peuvent apporter, notamment dans le leadership. On va voir ça ce soir. J'aime bien ce dame de fer ou de velours, parce que moi, même pour moi, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'on doit être leader quand on est une femme, parce qu'on a beaucoup d'injonctions qui nous viennent en fait de l'extérieur, et ça va être super intéressant
Content de vous avoir. Vous êtes nombreuses ce soir. Je vois pas d'hommes alors. Il y a chez vous, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Simon et Philippe. Mais non, très content de vous voir et on espère que cette saison va être encore une pleine réussite comme les autres saisons. Exactement. On est très contents de ce partenariat. Merci Rachel, merci nous aussi. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, bien sûr. Donc c'est vraiment Rachel, Philippe et Catherine qui nous ont ouvert les portes de ce petit bijou dans lequel on est ce soir. Et vous allez voir, après le débat, on aura l'occasion d'échanger dans le reste de l'appartement. Il se trouve derrière vous. Et vous aurez l'occasion de découvrir le lieu pour celles qui ne le connaîtraient pas encore. Rachel le disait, parfaite transition, dame de fer ou de velours. C'est la question de cette fameuse question du leadership. On n'a pas tant de modèles que ça en tête de grandes leaders de ce monde, mais en tous les cas, celles qui ont laissé un peu leur nom, je pense à Margaret Thatcher, je pense à comment elle s'appelle, Madame Merkel en Allemagne, mais aussi, on va dire, Christine Lagarde peut-être, allez, plus récemment, Jacinda Ardern qui était en Nouvelle-Zélande. En fait, elles ont toutes laissé une empreinte de leadership. Alors, on les a souvent qualifiées, on les a souvent caricaturées, soit de cassantes, soit justement de dames de fer pour Margaret Thatcher. On a un peu dit à peu près tout d'elles, on les a étiquetées, on les a comparées, caricaturées, moi je trouve souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure. On les a dites de velours, de fer, on les a dites élégantes, empathiques, surtout parfois même verticales. Mais derrière les étiquettes, surtout, il y a une vérité. Le leadership féminin, en fait, il a 1000 visages. Et finalement, même nous, on met du temps à s'en rendre compte et on ne le réalise pas forcément. En tous les cas, ce soir, on va essayer d'explorer ces visages, on va essayer de s'interroger, de savoir si effectivement... alors non pas, on ne va pas se demander si le leadership a un sexe, hein, c'est pas la soirée, mais par contre, on va vraiment essayer de s'interroger sur les profils et la façon dont on peut exercer son leadership. Est-ce qu'il y a différents styles? Est-ce que les femmes sont condamnées à être critiquées rudement parce qu'elles sont trop, en tout cas, exigeantes sur la façon dont elles exercent ce leadership? Est-ce qu'on peut diriger autrement quand on est une femme notamment? Comment on fait pour trouver son style et s'affirmer? C'est pas toujours évident, en tout cas, ça fait partie des questions qu'on se pose. Et en tous les cas, comment on le fait sans braquer? Parce qu'on sait que les femmes, malheureusement, quand elles exercent ce leadership, en tous les cas, elles sont beaucoup plus amenées à être, ou en tout cas questionnées, où leur leadership est souvent questionné et remis en question. En tous les cas, on va parler de ça et surtout, quel chemin les femmes prennent pour exercer de hautes responsabilités. Et ça, c'est important et c'est intéressant de le décortiquer. Et c'est ce qu'on fait un peu dans le Café des Lyonnes. Et donc, effectivement, ce soir, on avait envie d'en débattre avec des femmes qui ont des profils et des expériences dans des environnements variés. Vous allez le voir, ce sont des femmes qui exercent ou qui ont exercé de très grandes responsabilités dans des environnements avec des enjeux de pouvoir assez forts. Et donc, effectivement, comment elles ont résolu ou pas, elles vont nous le dire ce soir, cette question. Donc, pour en débattre ce soir, à ma gauche, donc sur votre droite, Marie-Christine Chalut, qui est la directrice générale de l'IAE de Lyon et qui est également présidente des IAE de France, donc des instituts d'administration et d'entreprise. Si vous ne connaissiez pas l'acronyme, ça y est, c'est chose faite. À ses côtés, Valérie Lorenz-Poinceau. Valérie, vous êtes dirigeante de grande entreprise, administratrice. Vous avez occupé de très grandes responsabilités dans une grande entreprise de la région. On aura l'occasion d'en reparler. Et depuis, vous êtes aussi, vous investissez dans les entreprises et les pépites de la santé aussi de la région. Et vous avez aussi eu beaucoup d'engagements associatifs, on va le voir. À ma droite, Catherine Sirvin, aussi de la maison, qui nous accueille ce soir. Catherine, elle est responsable de la transformation digitale chez Bayer, donc vaste programme, et co-directrice du Life Hub ici à Lyon. Donc elle exerce aussi de manière un peu transversale. Ça va être aussi intéressant de voir un petit peu s'il y a des différences. Et puis à ses côtés, Catherine Staron, qui est vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge des lycées, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Un périmètre assez gigantesque quand on connaît la taille de la collectivité de la région. C'est un budget de
4,5 milliards. La région, c'est 13 départements, enfin 12 départements plus une métropole. C'est quasiment la taille d'un État. Donc, on va voir un petit peu avec vous ce qu'il en est. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier tour de table avec nos invités ce soir et puis qu'on rentre progressivement, qu'on chemine à vos côtés. On va parler de vos parcours d'abord. On va parler on va un peu savoir qui vous êtes. Et puis, pour celles qui n'auraient pas encore écouté le Café des Lyonnes, puisque vous avez toutes été invités au Café des Lyonnes, donc vous pourrez les revoir après. D'ailleurs, Catherine connaît les numéros des Cafés des Lyonnes de tout le monde par cœur. C'est ce que tu fais à chaque fois. Donc, je veux dire, maintenant, tant pis pour toi, tu ne l'as pas fait pour ce soir. Non, je voudrais faire un premier tour de table avec vous et qu'on parle de vos parcours respectifs, que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous avez fait, et puis votre vision du leadership. Et puis après, je reviendrai sur votre définition et la façon dont vous l'incarnez, mais d'abord, votre parcours, votre vision du leadership. Qui veut commencer? Je regarde Valérie, parce que je sais que Valérie a toujours... Ah ouais, non, tu veux pas? Eh bien, écoute, je désigne, c'est moi qui choisis ce soir. Voilà, donc, Valérie, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Comment on arrive comme ça à la tête d'une grande entreprise de la région? Comment on arrive à se hisser dans cet écosystème qui est très pointu en Auvergne-Rhône-Alpes? Il y a énormément d'entreprises, il y a des entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, donc, qui sont vraiment importantes, qui commencent à rentrer dans des tailles de gouvernance assez exigeantes. Quel a été ton parcours? Comment tu as cheminé? Donc, bonsoir à toutes et merci Alexandra pour cette belle introduction. Alors moi, je suis une femme de terrain, une femme de communication. C'est ce qui me caractérise et une passionnée. Donc je me passionne très vite. Je me suis passionnée pour l'œnologie, je me suis passionnée pour les voyages, pour la montagne. Enfin voilà, quand je prends un sujet, je me passionne. Et donc quand j'étais petite, je me suis passionnée pour la publicité. Et mes parents m'ont dit, je me tourne vers vous, parce qu'ils m'ont dit, bon, avant de faire de la pub, parce que je voulais travailler avec les grands de la publicité, ils m'ont dit, tu vas déjà faire quelque chose de sérieux. Donc j'ai fait l'IAE, voilà, j'ai fait l'IAE de Dijon. Pas de Lyon à l'époque, je suis bourguignonne. Et donc j'ai fait l'IAE de Dijon, mais j'ai fait tous mes stages dans des agences de pub. Donc forcément, je suis sortie, j'ai commencé chez Publicis, parce que c'était ma passion de faire de la pub. Puis après, il y a des lois qui font parfois, on ne peut pas continuer. Donc là, c'était la loi, ça va vous parler, la loi, comment elle s'appelle? Alors, il y en a quelques-unes. Sapin. Ah, Sapin. Il y a eu la Sapin 1, donc, qui a dit on arrête de proposer de permettre aux agences d'avoir de l'argent sur l'achat d'espace. Donc j'avais 23 ans. Bref, j'avais plus de poste et j'étais embauchée par un client, les laboratoires Fournier. Donc après, je fais vite. Donc j'ai fait ma carrière dans l'industrie pharmaceutique classique, Fournier, laboratoire classique. Après Urgo, que les gens connaissent. Et après, je suis arrivée à Lyon pour être chez Boiron. Et en fait, donc chez Boiron, je m'occupais du marketing médical et j'ai quitté Boiron l'année dernière. J'étais directrice générale et j'ai remplacé Monsieur Boiron. Donc c'est vrai qu'on me pose souvent la question, comment tu as fait? À la fois je sais, mais à la fois je ne sais pas. Parce que je me suis jamais dit, ah bah tiens, tu vas être DG. En fait, je me suis toujours dit, et ça va répondre à ta question un petit peu, ou vos questions d'après, je me suis toujours dit, mais pourquoi je suis là? Quel est mon rôle? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Et moi, ce qui me faisait lever le matin, c'était d'aider des mamans. Moi, je suis maman de 3 enfants, qui avaient des enfants, qui avaient des otites à répétition, des problèmes à répétition, etc. Et je me suis dit, moi, j'ai été aidée par l'homéopathie, donc je veux aussi aider les autres mamans. Donc moi, c'était ça mon leitmotiv, de contribuer à la santé, comme ici chez Bayer, on contribue, comme dans d'autres grands laboratoires, on contribue. Donc à mon niveau, c'était ça mon moteur. Voilà, donc je me suis jamais dit tiens, il faut que j'obtienne ce poste, il faut que je fasse ça, etc. Non, j'ai jamais rien demandé. C'est arrivé finalement, c'était le fruit de mon implication. C'est pour ça que et puis en dehors de ça, je me suis impliquée dans la cause des femmes. Mais là encore, on est venu me chercher en me disant mais raconte-nous ton management. Je dis, moi, j'ai eu un management, il n'y a rien de spécial, quoi. Et donc, j'ai été amenée à raconter ce que je faisais, comment je le faisais, pourquoi je le faisais, à écrire un livre, je vois que tu l'as dans les mains, parce que je ne voulais pas faire tous les jours des conférences, donc j'ai tout mis dans un livre. Et ma recette, c'est l'alignement. L'alignement tête, cœur, corps.
Je m'en sers tous les jours. Est-ce que là, je me sens bien? Comment il se sent mon corps? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas le faire? Qu'est-ce que je dois dire? Il faut que moi, il y ait cet alignement entre qu'est-ce que je veux apporter, comment je veux le faire et concrètement, qu'est-ce que je vais faire. Alors là, c'est la partie un petit peu où tu as finalement réfléchi et tu as conscientisé. J'ai conscientisé tout ça. Ce cheminement, mais ton cheminement, en tout cas quand on en avait discuté, moi j'avais retenu aussi qu'il était aussi beaucoup expérientiel, c'est-à-dire que tout au long de ta carrière, tu as fait à chaque fois part de tes observations dans l'entreprise, au niveau stratégique, sans te poser la question, en te disant voilà, moi j'observe que ça. Je pense que voilà, c'est ça que tu as en tête. J'observe que ça marche pas. Quand je suis arrivée chez Boiron, peut-être vous raconter ça, c'est que parce que ça peut être quelque chose que vous pouvez faire vous aussi. Je sortais d'une entreprise pharma classique, on va dire, et j'arrivais chez Boiron, le monde de l'homéopathie qui était un peu différent. Et les premiers mois, je me suis pas retrouvée. J'ai dit mais cette boîte, elle est montée à l'envers, on dit blanc puis on fait noir. Enfin, je trouvais pas ça, je trouvais ça bizarre. Donc je me suis dit, pour savoir si je reste, je vais aller voir le patron. Donc, je suis allée voir Monsieur Christian Boiron à l'époque. Donc, c'était en 2000, ou c'était exactement en janvier 2001, parce que je suis arrivée en octobre 2001. Et mon directeur marketing me dit, tu vas quand même pas aller voir Monsieur Boiron. Je dis, bah si, faut que je sache si je reste. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, quoi? Parce que moi, je constate ça, et je sais pas si je vais rester. Je préférais partir plutôt que de ne pas être alignée. Et en fait, c'était une belle rencontre. Je l'ai rencontré et il m'a dit non mais attendez, mais moi j'ai envie que vous restiez parce que la vie, et c'est ce qu'on a convenu tous les deux, c'est toujours la rencontre de deux connaissances et de deux ignorances. Et il m'a dit vous connaissez très bien l'industrie pharmaceutique, moi j'y connais rien. Par contre, ma petite, il m'appelait des fois ou ma grande, vous ne connaissez pas l'homéopathie, mais moi je la connais. Donc on a quelque chose à faire ensemble. Et si effectivement la boîte est montée à l'envers, il faudra peut-être la remettre à l'endroit. Donc je vous demande de rester. Et donc je suis restée. Et comme ça, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et à chaque fois, moi je vais dire ce que je ressens, ce que je pense, et puis je vais dire je ne vous dis pas que j'ai raison, mais moi je sens que là il y a un truc qui ne va pas, et il faut peut-être le remettre d'une autre manière. Et c'est vrai que dans ma carrière j'ai fait ça. Alors des fois vous allez nous poser la question après, mais il y a eu des difficultés, mais je pense que quand on s'endort le soir, il faut être bien dans ses baskets, et si on a fait ce qui nous semblait juste, on dort mieux. Alors oui, j'allais revenir aux périodes un peu plus mouvementées, c'est-à-dire que quand vous prenez les responsabilités de cette belle entreprise familiale, en fait, vous vous retrouvez en pleine crise de l'homéopathie, c'est-à-dire que vous prenez les rênes d'une grosse entreprise juste quand c'est la tempête. Oui. C'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça. C'était pas prévu que je prenne les rênes comme ça, parce que ça faisait plusieurs années que Monsieur Boiron m'avait préparé à prendre sa suite quand il voulait prendre la retraite. Donc là, ça a accéléré un petit peu les choses. Parce que c'est vrai qu'il savait aussi que c'était allé très lourd de gérer cette crise. Mais j'allais dire, quand on est dedans, on se pose pas vraiment de questions. C'est vrai, parce que j'allais dire, quand ça vous tombe dessus... Moi, alors, c'est pas mon genre. S'il y a un challenge, je vais prendre le challenge et puis je vais réfléchir à tout ce que je peux faire pour aider. Mais je me dis pas, est-ce que... Il n'y avait pas le choix. Donc, il fallait aider. Et comme je vous dis, moi, j'étais là pour une vision de la santé que j'ai, que pour moi, la santé, elle est plurielle. Et le soin doit être pluriel. Il faut des vaccins, il faut de l'homéopathie, il faut des antibiotiques, il faut de la chirurgie. Donc, je me dis, nous, on a notre pierre à mettre à l'édifice. Donc, il faut que je sois là pour sauver l'entreprise et du coup, sauver ce traitement. Voilà, donc je ne me suis pas posé la question. Et j'ai traversé la crise en faisant pas mal de choses. Mais là, j'allais dire, j'avais vraiment les gens avec moi dans l'entreprise. Ils ont été formidables. Et ça porte aussi. Parce que je dis toujours people first. Le plus important, c'est vos équipes. Et c'est vos équipes qui vous portent. Alors justement, on va parler tout à l'heure de cette vision du leadership juste après, mais on va introduire Marie-Christine Chalut. Marie-Christine, donc je le disais, vous êtes directrice générale de l'IAE à Lyon et également présidente du réseau des IAE de France. Pareil, c'est une grosse machine dans le milieu de l'université. Enfin, comment on arrive à exercer des responsabilités pareilles? On est élu. C'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est le principe de l'élection qui est intéressant d'ailleurs. Je le disais quand on a fait l'interview, ça donne la légitimité absolue, l'élection par l'ensemble des IAE ou de ce qu'on veut.
Donc voilà, comment on fait, je sais pas. Encore une fois, je crois qu'on a toutes, on a toutes, et c'est pas négatif, on est toutes en capacité d'oser et de saisir des opportunités. Il y a de ça quand même. À un moment donné, je suis aussi chercheur. D'ailleurs, dans la salle, j'ai des étudiantes, moi, des collègues, des amis. Donc, c'est bon, il y a le panel qui peut dire comment je suis, en fait, dans la vraie vie. Et en fait, je travaille aussi sur le genre en tant que chercheur. Donc, c'est vrai qu'on a un certain nombre de stéréotypes en tête. Mais peut-être je dois revenir sur mon parcours. Oui, oui, parlez de vous. Exactement. D'abord, on parle de ça. Quel parcours ? Parce que vous êtes universitaire, vous êtes reconnu dans votre métier, effectivement dans le domaine du management et aussi de tous les écosystèmes d'entreprise. C'est hyper pointu. Donc comment on arrive là ? Alors, il y a un parcours aussi qui est peut-être pas du tout initialement préparé pour ça, puisque moi je suis rentré, j'étais consultant au tout début, j'ai fait une école de commerce, j'étais consultant. Mais j'avais quand même entamé une thèse, bon, ça, je vais peut-être au passage. Et puis après, je suis devenue 26 ans directrice marketing dans une filiale de Shell et de la Générale des Eaux hollandaise, donc la plasturgie. Et c'est là où les questions de genre auraient pu se poser. J'avais 26 ans, j'étais la seule femme, non, on était deux femmes au top 40 de la filiale, enfin de cette partie, de cette filiale de Shell. Et je me suis déjà pas posé la question du genre. Et j'ai pas vécu de problématique de genre. Moi, la problématique du genre est arrivée bien après. Moi, et d'ailleurs, je vais faire référence à Valérie qui a fait référence à moi. Je faisais partie d'un club de femmes qui s'appelle Universel. Et un jour, Valérie est venue et elle a fait donc, elle nous a expliqué pas mal de choses. Et elle a dit voilà, il faut. Alors, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Respirer, réfléchir, agir. Je me suis dit flûte, je fais l'inverse. J'agis. Je respire, je réfléchis, en gros. Ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un moteur, c'est que je suis dans l'action. C'est vrai parce que alors, moi, j'ai du mal à vous croire. Parce que s'il y a quelqu'un qui réfléchit, oui. Pour le coup, c'est vous, quoi. Oui, mais je réfléchis peut-être dans ce que je fais, mais malgré tout, dans l'action, je suis particulièrement dans l'action. Et j'ai besoin d'action, j'ai besoin d'avancer. Quand on parlait d'alignement, ça, c'est important. Donc cet aspect BTP, c'était très intéressant. Et moi, je ne voyais pas non plus cette histoire de genre au milieu, puisque je ne le vivais pas. Je l'ai rencontré plus tard, l'histoire du genre. Et je suis revenue, donc je vous la fais courte aussi, je suis revenue à l'université, à Grenoble. Et après, j'ai tendance à ouvrir les portes, je pense. Et c'est peut-être ça, on a toutes peut-être quelque chose à faire. Et moi, je suis souvent la première femme. Voilà. Donc j'étais à 45 ans la première femme présidente de la Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon, qui est un think tank qui a, je sais pas, plus de 150 ans et qui c'était plutôt des hommes de 60 ans arrivés vraiment à des postes importants. Ensuite, je suis devenue première présidente directrice générale de l'IAE Lyon, première présidente du réseau IAE France. J'ai pas eu le sentiment de faire quelque chose à part bien mon boulot et pas avoir peur, ça c'est sûr. Voilà. Et puis m'engager beaucoup. Après, je suis chercheur, donc après, c'est là où je réfléchis sur les aspects de genre. J'ai eu du financement de la région Rhône-Alpes, on en reparlera du livre ou des choses comme ça, mais voilà, là-dessus, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Et le genre est arrivé le jour où j'ai monté une entreprise. J'ai fait des levées de fonds, j'ai pitché devant des business angels. Les business angels sont normalement mixtes, mais en fait ils le sont de fait, mais il n'y a que des hommes, quoi, en fait. C'est tout. Non, mais voilà, il n'y a pas d'obstruction à ce qu'il y ait des femmes. Mais après, voilà. Et puis quand j'ai pitché, on était 3, l'associé principal et 2 femmes, et en fait dès qu'il y avait des questions, les regards se portaient sur mon associé masculin. Et là, c'était la première fois que je me suis retrouvée à faire plante verte. Enfin, ou alors, voilà. Et ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit, ah mince, il y a peut-être un sujet quand même. Et de là, j'ai embrassé les sujets de genre dans ma partie chercheur, en management, etc. De là, avec Corinne qui est là, les femmes business angels sont arrivées à Lyon et ont monté une antenne. Et voilà, on a travaillé ensemble. On a fait partie de ces premières à travailler sur les femmes business angels sur Lyon. Voilà, donc... je ne me sens pas femme forcément, même si je peux en jouer aussi, parce que ça a aussi d'avantages. Je ne me sens pas femme dans mon côté manager. Et j'ai posé la question à mon équipe, à mes enfants. Bon, les enfants, ils sont... J'ai cru que vous alliez me dire à ChatGPT. Je me suis dit, alors là, on l'a perdu. Non, ça va.
Pas encore. Pas encore, mais peut-être. On sait jamais. Non, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, et pour savoir comment j'étais, est-ce que j'étais un manager, comment, quoi. Enfin, voilà. Bon, les enfants, ma fille m'a dit oui. Alors, je lui ai dit comment c'était dame de fer ou de velours. Ou, comme on dit, c'est main de fer dans un gant de velours. Donc, ma fille m'a dit main de fer dans un gant en fer. Dis-toi, tu sors, l'argent de poche, t'oublies. C'est toujours terrible. Donc, bon, après, voilà. Et puis, dans mes équipes, ils disent tous la même chose. Ils disent que c'est pas une question de genre, à part un de mes adjoints qui m'a dit tu gères bien ta part de masculinité. Mais voilà, je pense qu'en fait, je pense qu'on n'est pas dans les mêmes catégories que les femmes qui ont été citées précédemment, comme Margaret Thatcher ou autres, qui sont vraiment arrivées en pionnière dans des univers ultra masculins, notamment la politique, qui est quand même, je pense, le milieu le plus rude qu'on puisse connaître en matière de genre, et ces femmes qui se sont certainement peut-être transformées en hommes. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas cette obligation-là. On peut être des femmes. On va pas aller trop vite dans le débat parce que du coup, on termine la table ronde avant d'avoir commencé. Donc, on va continuer le tour de table sur les parcours. À ce stade de la soirée, je dois dire, le parcours. Je ne vais pas vous la faire courte, vous l'enlevez cette phrase, parce que précisément, si on avait un panel de messieurs, je pense que personne n'aurait dit je vais la faire courte. Mais par contre, pour que l'audience vous connaisse, c'est important que vous puissiez expliquer ce que vous avez fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on devient Marie-Christine Chalut, comment on devient Valérie Poinceau, comment on devient Catherine Servin et comment on devient Catherine Staron. Pour se projeter, savoir ce que vous avez fait comme cheminement. J'observe dans vos deux parcours que finalement, c'est assez au fil d'expériences professionnelles qui vous ont emmené sur d'autres chemins que ceux que vous aviez peut-être initialement pensés. En tout cas, c'est pas forcément... voilà, vous vouliez pas faire ça au démarrage. Ça vous a amené un petit peu là. Catherine, on va parler de vous, Catherine Servin. Donc vous êtes la responsable digitale chez Bayer, de la transformation digitale, pardon. En recherche. Recherche, et également co-directrice de ce merveilleux site. J'ai adoré ce que tu as utilisé comme titre. Que je ne m'étais jamais attribué, en fait. Ah ouais. Voilà. C'est vrai. Ah bah voilà, mais en fait, c'est très bien, comme ça, c'est une réalité, en effet. Oui, bah, des fois, en fait, en le nommant, finalement, ça devient une réalité. Ça, c'est une grande instruction. Tout à fait. Catherine, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour... T'es une scientifique, toi, à la base. Oui, je suis une scientifique. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur à Clermont-Ferrand, en génie biologique. Et j'ai démarré dans les labos ici en responsable de biologie moléculaire. Ensuite, j'ai fait 12 ans de bioinformatique. Donc, c'est un parcours un peu digital. Je suis partie faire ça aussi en Allemagne. Là, j'ai eu mes premières petits leadership. Je suis revenue très ambitieuse. Et du coup, attends, tu veux dire quoi? En Allemagne, tu as fait quoi exactement? Là, j'étais chef d'équipe en bioinformatique. Du coup, que j'avais appris en fait sur le tas. En fait. Donc, du coup, 12 ans et puis voilà. Donc là, j'ai commencé à l'idée des équipes petites, mais voilà. Et je suis revenue, comme j'étais très ambitieuse, en fait, j'ai pris la direction d'une équipe aussi de 11 personnes ici, plus un projet en transversal, en simultané, ça faisait beaucoup, mais c'était super enrichissant. Et c'était un projet pour faire, complètement nouveau aussi pour moi, c'était pour faire des OGM. Donc j'ai travaillé sur la rouille du soja et trouvé des solutions pour arrêter cette maladie au Brésil. D'accord. Voilà. Donc, et alors après, qu'est-ce que tu fais? Comment tu et puis après, il y a petit changement. Voilà, dans les grands groupes, il y a souvent des réorganisations. Et il a fallu que je me réinvente en management transversal. Donc là, pour le coup, je suis partie sur des rôles de innovation digitale. Comment on fait entrer ça dans la recherche et transformation digitale, donc vraiment accompagner les équipes à utiliser les outils digitaux. Donc là, c'est transversal sur à peu près 900 personnes sur la recherche. Donc c'est plutôt comment on les engage en fait à adopter tous ces outils-là sans forcément avoir un titre. Enfin, il y a un titre, mais pas une hiérarchie directe. Mais c'est ça, pas fonctionnel. Voilà, pas fonctionnel. Donc, si je peux parler d'expérience, ce serait vraiment sur ce que j'ai dit à Simon juste avant le début, c'est le leadership n'est pas forcément lié, il est lié au titre, mais il n'est pas forcément lié. On peut faire bouger beaucoup de choses aussi en leadership, en transversal. Ça, c'est intéressant. On va y revenir juste après, tout à l'heure. Oui, et ça, en fait, s'il y a quelque chose que ça aussi, en fait, qui est intéressant, c'est que chez Bayer, en ce moment, on est dans une vraie transformation
du leadership, du mindset de l'entreprise, et on va vers des modèles complètement plats, en fait. Donc, pour vous donner un exemple, on a du coup des leaders qui ont 120 personnes, par exemple, un seul pour 120. Donc, ils ne peuvent plus avoir, on va dire, je sais pas, une responsabilité de je fais les entretiens individuels. Ouais, ça, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est comment on arrive à recréer dans les équipes un leadership partagé et en co-responsabilité. Donc, en fait, j'expérimente beaucoup et c'est un vrai plaisir d'aller vers ce type de leadership très différent, qui, je pense, est très aussi adapté au monde digital qui nous attend. Voilà. Pleine plongée d'innovation avec Catherine, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Catherine. Alors, le cluster des Catherine, donc deuxième Catherine de la soirée. C'est qu'on est à côté, en fait. C'était plus facile. Comme c'était un panel de femmes, on allait plus facilement se rappeler des prénoms. C'est pour voir si vous suivez. Non, ça va? Oui, on ne vous a pas perdu. On est bien. Alors, Catherine, donc, vous êtes vice-présidente, je l'ai dit tout à l'heure, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous avez une très grosse délégation, parce que vous occupez des lycées. On le dit en arrivant, on est en pleine rentrée. Donc, il y a 523 lycées dans ça? 160 avec les lycées privés. Avec les lycées privés, des universités, de la recherche, de l'innovation. Ça fait déjà un bon panel. Vous êtes aussi maire d'une commune, la commune de Vourles, 3000 habitants. Je n'ai pas dit de bêtises, non 3500. J'ai cru que je m'étais trompée de commune. Quand tu me regardais, je me suis dit, mince. Non, ça va, jusque-là, on est bon. Et c'est quoi votre parcours? Comment on arrive comme ça à exercer de telles responsabilités dans une gouvernance, on le disait, dans la politique, où c'est un monde un peu impitoyable vu de l'extérieur? En fait, je me le demande encore. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'étais pas du tout prédestinée à cette vie. Ma vie, elle a basculé il y a juste quelques années. Ouais. Alors, je regarde des collègues et je les remercie d'être là. Ça me touche énormément parce que moi, je viens de la société civile universitaire. J'ai été dans la finance d'entreprise, banque finance, grand groupe, pour le citer HSBC, pendant 27 ans. Et c'est vrai que voilà, je suis souvent sortie de mes zones de confort. Voilà, j'ai souvent changé, j'ai souvent osé changer de métier à l'intérieur de ce grand groupe. Et puis c'est vrai que passé les 50 ans, voilà, j'étais plus en phase du tout avec ce groupe-là. Et donc je suis partie dans des startups. Et puis à un moment, il y a eu les élections. Alors j'étais élue dans ma commune, donc je connaissais le monde public et la collectivité depuis mes 30 ans. J'étais adjointe en charge des finances, ça me marquait un peu tout ça. Et je suis devenue maire en 2020 et là ma vie a totalement basculé. Parce que c'est vrai qu'un an après, on est venu me chercher sur les élections régionales. Et un an après, je suis devenue vice-présidente de la région. Et c'est vrai que pour le coup, là, j'étais vraiment pas préparée. Je me souviens, le recteur de l'époque, quand il m'a vu arriver, venant en plus de mon parcours dans ce domaine, parce qu'au début, je n'avais pas les lycées, j'avais avec l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Je pense que les gens, quand ils ont dû voir mon CV, ils ont dû se dire, mais d'où elle sort celle-ci quand même? Et le recteur m'avait dit, Gabriele, il m'avait dit, mes condoléances. Bon, ok. J'ai dit, écoute, c'est formidable. Et en fait... Il m'a dit, tu as une chance, tu ne viens pas du tout de ce monde-là. Et voilà. Et après, j'ai beaucoup travaillé, oui, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que l'enseignement supérieur, waouh, c'est politique. On est politique, mais là, je pense que ça dépasse tout ce que je pouvais quand même imaginer. Mais voilà, donc en fait, pas forcément, je pense, voilà, à certaines grandes universités, voilà, c'est quand même très compliqué. Et après, j'ai découvert aussi l'univers de la région, parce qu'en fait, on est très seul en fait quand on est un politique à la région. Moi, j'étais pas préparée, je savais même pas comment ça fonctionnait avec un cabinet, avec tout ça, mais en fait, je savais rien. Du jour au lendemain, vous êtes propulsé, vous vous retrouvez avec un ministre. Et oui, j'ai passé quand même des moments un petit peu compliqués. Et puis moi, j'ai toujours pensé qu'on a deux oreilles, une bouche. Donc on écoute beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. Le principe de la collectivité aussi, c'est très particulier parce que y a les agents, les élus, et il faut qu'on arrive effectivement à travailler ensemble. Donc je me suis énormément appuyée sur des équipes formidables. Et bon, je sais, Alexandra, tu connais bien aussi la région. Et voilà. Et après, les choses ont déroulé. Et puis c'est vrai que la région, c'est aussi un gros financeur. Donc, on fait beaucoup de choses. C'est toujours vraiment un grand plaisir d'aller auprès des laboratoires de recherche, dans les grandes universités, les grandes écoles. On mène des vraies politiques publiques. Et je trouve qu'en fait, c'est vraiment formidable, ce monde politique, en tout cas comme je le conçois, parce que je pense que nous, les femmes en politique, on mène des projets, en fait. Et on fait avancer les choses, c'est notre vision.
Voilà, c'est pas la vision de tout le monde, c'est sûr, parce que c'est un monde aussi très masculin. Hein. Alors, on a la chance, hein, nous, on a la parité, on a la même indemnité, donc on n'a plus tous ces sujets-là. Elle est maigre, mais en tout cas, voilà, c'est quand même une chance, donc ça a pu faire quand même bouger les lignes. Voilà, donc aujourd'hui, la particularité de ton parcours, si je peux me permettre, c'est que tu as traversé et connu des univers très différents. C'est-à-dire que tu as travaillé dans le monde de grandes entreprises et ensuite tu es allé lancer un projet dans une start-up où on était plutôt sur l'innovation, en mode tu es aux manettes d'un énorme paquebot aujourd'hui dans la collectivité régionale, mais en même temps tu es aussi maire d'une petite commune du territoire. Donc le sens des réalités, et finalement, ce que je ne sais plus qui te disait ça, mais effectivement, d'être en dehors du sérail avant d'embarquer, finalement, amène une certaine fraîcheur qui fait qu'on... Voilà. C'est une chance, parce que finalement, il n'y a pas d'a priori, donc je prends les choses effectivement telles qu'elles viennent, avec pragmatisme, et voilà, on essaye de faire avancer les choses. Et là, franchement... En plus, alors les lycées, c'est différent, c'est vraiment une compétence obligatoire. Donc il y a beaucoup d'exigences. Par contre, c'est des très très gros budgets, donc voilà, c'est énorme. Par contre, si je reprends le SRI, ben, voilà, c'est que du plus en fait pour les établissements. Alors, donc le SRI, on peut mener, ce que c'est. oui, l'enseignement supérieur, recherche et innovation. En fait, on mène des vraies politiques publiques. On peut, et pour moi, c'est ça la vision politique, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et faire savoir. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment quelque chose de palpitant, en tout cas, à vivre. Alors, ce qui est intéressant, ce que je vous propose, c'est qu'on partage justement cette notion du leadership, parce que précisément, vous l'exercez toutes les quatre dans des univers et des façons très différentes. Et donc, forcément, vous ne pouvez pas le pratiquer de la même manière. Moi, j'aimerais d'abord savoir quelle est votre définition du leadership. Voilà. Qu'est-ce que c'est le leadership exactement? Quel mot vous mettez derrière? Et puis ensuite, évidemment, quel type de leader vous êtes? Alors, on sait que Marie-Christine, ta fille, a dit main de fer dans un gant de fer. Mais d'abord, le leadership, c'est quoi pour toi la définition du leadership? Je ne vais pas faire mon universitaire avec une définition universitaire. Si, s'il te plaît, vas-y, c'est le moment. Non, mais c'est vraiment l'art d'emmener avec soi pour atteindre des objectifs, etc. Si tu veux résumer, oui, c'est vraiment ça. C'est pas juste diriger le leadership. Non, parce que tu peux. Non. Franchement, je pense que pour moi, sinon on dirait diriger effectivement, mais leadership, tu as vraiment le fait d'emmener les équipes, de motiver tes équipes et de faire un travail collectif dans le but d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé ou que ta collectivité, enfin, ton organisation s'est fixée. Alors toi, par exemple, tu penses que tu es quel leader? C'est quoi ton type de leadership à toi? C'est pour ça que j'ai demandé à mes équipes, en fait. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu as l'impression d'être? Parce que après, ce que les gens perçoivent, c'est encore autre chose. Mais on réfléchit à la façon dont on mène son leadership. D'ailleurs, Valérie disait, on a des équipes rapprochées. Donc moi, j'ai un comité de direction. Alors, chez IAE France, j'ai un bureau. Et à l'IAE de Lyon, j'ai un comité de direction. C'est mon souci commence par l'interne. C'est-à-dire pour développer ma stratégie. Comme j'étais consultant en stratégie, forcément, j'ai posé une stratégie, des axes stratégiques, je les ai expliqués à tout le monde, etc. Quitte à faire, autant que ça serve à quelque chose. Et donc, cette idée vraiment de commencer par travailler l'interne pour ensuite pouvoir développer ma stratégie, par exemple. Alors, est-ce que c'est par ma formation ou est-ce que c'est ce que je suis? Mais je me suis d'abord intéressée aux membres de mon entreprise, et c'est vrai. Enfin, c'est pas une entreprise, mais... Et j'ai une attention aussi très particulière à mon codir, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est élu, donc tu mènes une bataille pour être élu. C'est pas toujours évident non plus dans nos endroits. Donc, tu es porté aussi par une équipe. Et cette équipe, là, j'ai le plaisir, au bout de 3 ans de mandat, en tout cas sur l'IAE Lyon, IAE France, c'est pareil, mais d'avoir perdu personne. Sauf mutation, etc. Donc, j'ai réussi dans des comme l'expliquait Catherine, on est dans des environnements qui sont clairement pas des environnements très très faciles. J'ai réussi à tenir mon équipe jusqu'au bout. Mais je prends soin, j'espère en tout cas, prendre soin de mon équipe, de toutes mes salariés, mais notamment de mon équipe, parce que c'est eux qu'après, ils sont tous à la bonne place. C'était vraiment quelque chose dont j'avais à cœur. C'est-à-dire que les personnes qui s'occupent de l'international sont des fanas d'international, les personnes qui s'occupent de la qualité sont des fanas de la qualité. Tout le monde vraiment a des projets. Et moi, j'ouvre les portes, j'aide et je pousse pour les aider, les accompagner. Et alors, j'ai posé la question autrement. Est-ce que tu penses que ton leadership a changé depuis le moment où tu as commencé ta carrière à maintenant? Est-ce que ta vision de ce que tu incarnes comme leadership, elle a changé? On prend de l'expérience, forcément. Sur tout ça, on prend de l'expérience.
on est dans des environnements complexes, il faut apprendre à naviguer, connaître les codes. Donc en ce sens, je me suis effectivement adaptée à mes différents environnements pour arriver à avoir... pour moi, l'idée, c'est l'efficience. C'est-à-dire qu'on arrive à avancer tous ensemble, sans se faire trop de mal, même si des fois, effectivement, on peut avoir quand même des moments où ça va être un peu plus dur, etc., etc. La solidarité, voilà. Non, j'ai pas le sentiment. Enfin, j'exerce fondamentalement ça. Avant, je gérais des équipes de recherche, des choses comme ça, ou des petites trucs, des petits services. Mais là, d'un coup, tu te retrouves avec 300 personnes, 1000 vacataires, 53 000 étudiants. Bon, on est sur des dimensions qui sont au train. Mais donc, c'est plutôt l'art, effectivement, du leadership que j'ai peut-être un peu plus appris, c'est-à-dire d'emmener mes équipes et comment faire. C'est surtout ça, je pense. Catherine qui avait envie de réagir. Oui, j'étais en train de réfléchir. Moi, j'ai vraiment vu l'évolution. J'ai vu une évolution parce que quand j'ai commencé, j'avais pas de modèle, ou les modèles que je voyais. Bon, il y a le modèle paternaliste, on oublie, bureaucratique, un peu. Enfin, il y a différentes formes, mais je me retrouvais pas dedans. Et pendant un moment, j'ai essayé de me glisser dans un moule qui me convenait pas. Parce que c'est difficile d'être authentique, en fait. Si on se projette dans quelque chose qui finalement ne correspond pas trop. Donc, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis vraiment rendu compte que j'étais plutôt dans un style de leadership collaboratif, clairement. J'ai heureusement eu des rôles modèles qui sont apparus, coucou Rachel, typiquement, qui permettent vraiment de se projeter sur ce qu'on aimerait être plus. Et en fait, jusqu'à maintenant, ce manque de femmes, c'est super qu'en politique on en voit plein maintenant, ce manque de rôle modèle, c'était difficile. Et je trouve que maintenant, c'est chouette parce qu'on peut observer et se dire, tiens, je voudrais bien être comme ça. Et puis, en évoluant encore plus, finalement, grâce à DSO et à tous ces systèmes plutôt en management à plat, d'un seul coup, je me suis dit, mais non, en fait, le leadership que vraiment je veux et qui me plaît, c'est celui en co-responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut être 3 co-directeurs du Life Hub et en fait, on a chacun notre forme, finalement, de pousser et faire avancer le sujet. Donc, faire avancer un projet qui reste la définition du leadership. Comment ça, on le traduit à des équipes de 12, de 120, de plus ? C'est très compliqué. Mais je me dis, c'est là où on gagne en force et en puissance pour faire aboutir des projets encore plus. Voilà. Et Valérie, toi, tu es quel type de leader ? Sur le leadership, forcément, je souscris à ce que vous avez dit, Catherine et Marie-Christine. Si je le pense sous un autre angle, parce que ça, c'est la conséquence, qu'on va emmener l'équipe, etc. Pour moi, le leadership, c'est avant tout une responsabilité. On prend cette responsabilité. Alors moi, je pense que vous êtes pareil, moi j'ai regardé beaucoup de films avec mes enfants et à chaque fois je me disais, qu'est-ce que je retiens ? Alors j'ai regardé Spider-Man et je me souviens, ils ont à un moment donné, ça doit être son père ou son beau-père, qui lui dit, ou son oncle, qui lui dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et ça m'a marqué. Et pour moi, le leader, il prend une responsabilité. Donc, il va avoir la responsabilité avant tout des hommes et des femmes qui devra emmener. Donc ça, c'est déjà très important. Moi, j'ai toujours ça en tête. J'ai une responsabilité. Donc, la responsabilité des hommes et des femmes qui sont avec moi, comme sur un bateau, quoi. La responsabilité pour un projet. La responsabilité d'une entreprise, avec le fait qu'il faut pérenniser cette entreprise, faire qu'elle soit rentable. Donc voilà, moi ça serait pour compléter et pas redire ce que vous avez dit. Mais quel type de leader toi tu es par Moi, contre quand je m'observe avec le recul, je dirais 2 mots. Je suis un leader de terrain et un leader hélicoptère. Parce que chaque fois, je dis dans mon mode de management et dans le fait d'emmener les équipes, j'aime bien les 2 oreilles, une bouche, j'ai toujours dit ça, c'est que les questions, on les a là, au siège, les réponses, elles sont sur le terrain. Donc j'ai
toujours pensé qu'il fallait être proche des équipes, proche des gens, leur parler, comme je disais, du monsieur à la guitoune jusqu'au DGA, au directeur financier, etc. D'ailleurs, qui est président de l'IE. Et on a des liens. Hein. Et voilà, donc terrain. Et après, pourquoi hélicoptère ? Parce que là encore, c'est toujours ce que je répète. Bon, maintenant qu'on a défriché le terrain, prenons l'hélico. Et c'était mon rôle par rapport aux gens qui sont englués, les pieds dans la glaise des fois. Allez, prenons l'hélico et allons regarder ce qui se passe avec l'hélicoptère view. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde ça de plus haut ? Quelles autres idées on peut avoir ? Parce que finalement, être leader, c'est gérer que des soucis souvent. Hein ? Et donc, comment on fait pour s'en sortir ? Et si on reste ras du sol, on ne va pas trouver. C'est en étant en l'air qu'on trouve. L'autre jour, je vous raconte encore une anecdote. J'entends beaucoup de bruit dans ma maison. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, c'était un hélicoptère qui était au-dessus de ma maison, qui cherchait sans doute quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, tiens, l'hélico, c'était les forces spéciales ou que sais-je. Hein. Et du coup, ils ne pouvaient pas trouver le gars en étant au sol. Ils ont pris l'hélico. C'est exactement ça. Vous avez un problème, vous n'allez pas rester au sol, vous allez monter d'un cran. Et là, vous allez voir beaucoup plus loin. Et vous allez du coup aider comme ça votre équipe, qui est des fois au sol et qui ne voit pas la solution. Voilà, c'est mon type de leadership. Merci Valérie. Alors Catherine, du coup, est-ce qu'à la région, on est la tour de contrôle ? Alors, moi, je souscris vraiment à tout ce qui a pu être dit ici, hein, vraiment sur cette manière d'embarquer. C'est vrai qu'on est le mot diriger, c'est trop fort. C'est un côté hiérarchique. Je pense que nous, les femmes, on a cette capacité à justement être accessibles peut-être beaucoup plus facilement avec finalement tous les gens qui nous entourent et avoir peut-être une attention, voilà, quelque chose que finalement tout le monde perçoit et qui fait peut-être qu'on arrive à emmener davantage parce que voilà, c'est effectivement la réalité d'arriver à emmener les gens sur les projets. Donc il faut avoir un cap. Et voilà, et je crois qu'il faut avoir une vision. Et ça, je crois que voilà, on a cette capacité de donner cette vision, et encore plus peut-être dans un monde aussi instable. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, ne pas avoir de vision, je pense. Et ça, c'est d'être en capacité de le donner. Donc c'est pour ça que moi, ça me ressemblait assez bien ce côté main de fer dans un gant de velours, parce que voilà, on arrive à le faire quand même avec douceur, mais aussi avec fermeté. On sait où on va, et ça, je crois que c'est peut-être ce qui, en tout cas, me caractérise. Catherine, c'est parfait, c'est la transition pour le deuxième thème, puisque c'était l'idée de parler des clichés, des obstacles sur le leadership. Parce que j'entends qu'effectivement, c'est formidable, les femmes, on embarque, c'est génial, on travaille de manière transversale. Alors on va dire les choses, sauf si on ne vit pas dans le même monde. Mais en fait, au-delà de ça, il y a des problèmes sans arrêt. Je veux dire, vous avez des résistances, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, vous avez des gens qui estiment que vous n'auriez pas dû avoir le poste, vous avez des gens qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec votre façon de faire, vous avez des gens qui veulent prendre leurs vacances quand c'est le moment de faire le projet, vous avez des gens... En fait, au plus les équipes sont grandes, au plus c'est compliqué. Vous avez des managements où vous n'avez pas de responsabilité fonctionnelle, on l'a dit, donc du coup, vous n'avez pas d'autorité hiérarchique, mais malgré tout, vous pilotez le paquebot. Donc, c'est quand même compliqué. On parlait de dame de fer ou de velours. Les femmes, on sait, quand elles exercent de manière un peu autoritaire, on leur fait des tas de critiques en expliquant que, du coup, elles ne savent pas faire. Et en fait, elles sont raides à cause de ça. Et à l'inverse... si elles sont trop souples, on dit qu'elles sont un peu maternelles, mais c'est normal, elles sont des femmes, alors elles sont là, elles sont gentilles. Donc vous n'avez pas été cliché, vous n'avez pas été confronté à des trucs où... Non, tout... C'est vrai. Alors, moi, tout ce que tu as dit, je les ai eus, mais en fait, je m'en fous. Enfin, tu vois, moi, j'ai une grand-mère qui était fantastique. Elle me disait toujours, le chien boit, la caravane passe, la bague du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et alors, dès que j'avais ça, merci pour le cadeau. Là, dans cette situation, j'ai été peut-être trop maman. Je l'ai eu, ça. Un petit mot de Monsieur Boiron. Attention à ton management. Il me écrire des petits mots. Tu peux peut-être être trop maternant, ton maman. J'ai eu, OK, j'intègre. OK, peut-être dans cette situation, j'étais comme ça. Prochaine fois, je ne serai pas comme ça. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses. Moi, j'ai toujours dit, il faut donner un bol de riz à son ennemi. Donc, celui qui m'envoie un jeton, là, comme tu dis, t'es trop machin, je le prends pas mal. Je me dis, lui, il voit ça comme ça en moi, peut-être. Et du coup, tiens, qu'est-ce que je retiens, etc.
je lui donne le bénéfice du doute. Tu vois, c'était peut-être pas forcément pour me fusiller tout de suite. C'était peut-être pour m'aider quelque part. Enfin, je le prends comme ça. Tu vois, mais ça te terrifie pas, tu te dis non, pas... mais à partir du moment où ça ne te terrifie pas, je peux te dire tu dors mieux, quoi. Parce que sinon, tous les jours, tu peux te dire je reçois ça. Donc, je l'ai eu ça, pendant un moment, donc voilà. Puis après, tu te dis, si tu es là-dedans, bah, tu changes. Tu peux pas rester leader parce que tu vas trop souffrir. Voilà, donc je pense que dans la tête, il faut qu'à un moment donné... Voilà, dire, bon, ok. Ou alors te dire, bah oui, c'est un cadeau qu'il me donne, qu'est-ce que je retiens? Donc tu ne retiens pas 100%, tu vas peut-être retenir 90 ou des fois 2. Mais même si tu retiens que 2%, bah, tu vas progresser. Parce qu'on n'est pas leader d'un jour au lendemain, tac. Souvent, je dis, quand on pose la question, mais attends, je ne suis pas née leader, je ne suis pas née DG, je ne suis pas née directrice de l'IAE. Il y a eu tout un chemin. Donc forcément, on a appris de ses erreurs. On a appris des gens qui nous ont parfois cassés. Moi, je me souviens, j'ai appris d'un monsieur qui était DGA, et j'étais déjà comme lui. Hein. Je veux dire, voilà, c'est juste qu'il avait été pharmacien, alors peut-être c'était un peu mieux. Mais en tout cas, un jour, il était dans le couloir, il criait, parce que je ne sais plus, j'avais dû oser prendre un risque. Alors du coup, il était avec son papier. Ouais, elle m'énerve, je vais la virer. Il courait dans le couloir en disant ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a comme problème, lui? Enfin voilà, ça m'a pas du tout gêné, ça m'a fait rire. Et du coup, je dis, bah, c'est une histoire que je pourrais raconter derrière, quoi. Parce que alors qu'il court dans le couloir en parlant de moi, en disant elle, en même pas en venant me voir, en me disant mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as fait ça? Ouais. Je me dis, mais c'est trop drôle, quoi. Voilà, donc à un moment donné, il faut changer son regard et se dire, mais qu'est-ce qu'il a comme problème, lui, à me dire ça? Voilà. Et puis, si vraiment il a raison, eh ben, tant mieux, il me l'a dit et je progresse. Voilà. Marie-Christine, il n'y a jamais des gens qui en réunion t'ont dit non mais je suis pas d'accord, ou c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce qu'en fait je pense que vous managez pas comme il faut. C'est pas dans cette direction. Non, ça m'est pas arrivé, alors je suis peut-être pas objective. Ils n'ont pas osé, je pense, non. Je suis d'accord qu'il faut avoir de l'humour, du recul sur soi, de l'humour, c'est quand même fondamental. Après, nous, c'est vrai que, je regarde Colline, on est prof, hein, quand vous rentrez dans un amphi de 200 et que vous leur parlez pendant 4 heures, il ne faut pas penser faire l'unanimité. Hein. On a l'habitude de ça. Mais non, alors moi, je n'ai pas rencontré ça. Je serais plutôt sur un 0 sur 10, là, pour le coup, dans tout ce que tu as décrit. Ouais. Mais peut-être qu'ils disent tous ça dans mon dos, je n'ai juste pas entendu. Écoute, tant mieux, je vis heureuse comme ça. Mais il y a aussi quelque chose, peut-être, pour apporter à la réflexion qui m'avait pas mal fait évoluer dans une pensée que j'avais sur la parité. Quand on l'a mis, je faisais partie un peu plutôt de ces femmes qui disaient ouais, mais moi, je préfère que ce soit une femme compétente, à la tête, blablabla, machin. Pas de quota. Ouais, non, oui, mais au tout début, je parle, j'ai évolué. Hein, donc, je vais vous dire pourquoi j'ai évolué, parce que j'ai fait un petit parcours international. À ce moment-là, j'étais à Montréal, à HEC Montréal, et donc, mais là-bas, elles sont féministes. Alors bon, il y a aussi plus que nous, je dirais, hein, d'accord, mais après, bon, voilà, c'est pas si simple non plus. Et j'ai une collègue qui me dit, mais tu sais, tous les hommes qui montent, voilà, enfin, on se pose pas la question de leurs compétences toujours, hein. Je suis désolée. Hein. Donc on a supporté des centaines d'années d'hommes incompétents. Ils vont bien supporter des femmes incompétentes. Donc voilà, on est toujours à se flageller. Oui, je sais plus qui c'est. Désolée, tant mieux si on est compétente et qu'on montre que ça peut fonctionner. Hein. Évidemment, je préfère ça. Mais en fait, et ce qu'on dit aussi, c'est que souvent, si vous proposez désolé, on parlait des stéréotypes. Allez, oui. J'y vais. Vous proposez à un homme de prendre... Et désolé, parce qu'il y a des hommes extraordinaires, mais messieurs, les deux là présents, je suis désolée. Et je pense que c'est la synergie des deux qui fait fonctionner les choses. Ça, c'est ma pensée profonde. Malgré tout, on va quand même trouver quelques généralités. Allez, j'en fais quelques-unes. Vous proposez à des hommes un peu ambitieux de prendre un poste sur lequel il n'a jamais rien fait de sa vie encore, etc. Il va prendre le truc, génial. Après, il se fera des sueurs froides en se disant « oulala, ça va peut-être être chaud ». Alors que souvent, les femmes, vous leur proposez un truc qu'elles peuvent carrément faire. « Oulala, mais est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je peux le faire ?» etc. On se remet tout le temps en question, quoi. Hein, mais bon, il y a des raisons à ça. Je veux dire, on a été... ça fait peu de temps qu'on a de l'autonomie financière, de l'autonomie ceci. Enfin, je peux vous en parler des heures. Donc, ça s'est pas fait en un jour. Hein, faut prendre justement le contrôle, c'est pas le terme non plus, mais faut se mettre en avant. Moi, j'adore aller dans des réunions compliquées sur des budgets où ça va
bien, pas forcément bien se passer, arriver avec ma directrice financière, ma directrice administrative et financière, etc. On est 3 femmes, enfin je veux dire, et on est face qu'à des hommes. Et j'adore ça. Mais j'adore ça. Oui, mais tu le disais tout à l'heure, quand tu as pitché pour ta boîte, où là, effectivement, quand on parlait de finances, on parlait à monsieur et pas toi. Ouais. C'est là où je l'ai rencontré. Là où tu vois, mais je veux dire, dans les conseils d'administration, dans des machins, il y a des fois où on ne donne pas la parole aux femmes, où on fait comme si... Ça t'est jamais arrivé, ça, comme si tu n'existais pas, alors qu'en fait, tu es là, t'attends, tu te dis, mais moi, j'ai un truc à dire. Non. Non, ça non, puis en plus j'ai un président de conseil qui est extraordinaire. C'est bon. Donc non, sauf quand je me suis retrouvée à pitcher, oui, là par contre très très clairement, oui. Où là, évidemment, seul l'homme avait la compétence de, ou alors après plutôt dans d'autres sphères, j'ai lâché la bataille sur certains artisans qui écouteront que mon mari. Voilà, désolé pour les artisans aussi. Je ne vais pas tout retranscrire, mais bon, voilà, parce que eux, il n'y a que l'homme qui a la compétence sur ce sujet-là. Nous, on l'a pas par nature, voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Bon, je change. Catherine, est-ce que toi, tu as rencontré des freins, des stéréotypes, je vais y arriver, des clichés sur ta façon d'être leader? Disons que je laisse, voilà. Ce que j'observe beaucoup, c'est que face à des décisions vraiment difficiles, en fait, mon impression, c'est qu'on a, en tant que femme, un peu moins le droit à l'erreur. J'ai le sentiment qu'on est très vite jugé et avec beaucoup de dureté. Parfois, peut-être parce que le rôle n'est pas encore assez ancré. Les rôles ne sont pas encore assez ancrés. Donc, quand on est dans ces situations un peu... voilà, il peut y avoir très vite le backlash. Et donc pour lutter contre ça, il faut construire sa zone de confort et la sororité qui va avec. Sororité et avec des hommes qui soutiennent, voilà, ou alliés, connaître ses alliés, parce que ça peut aller très vite dans ces situations. Et à contrario, on peut peut-être aussi se mettre dans des situations où on a plus de courage. Là, il y a eu un moment là, je pense à une réunion assez récente où en fait, voilà, j'étais persuadée que franchement, il y avait un problème dans un des outils informatiques qu'on allait choisir. Je sentais bien que tout le groupe était à peu près sur ma longueur d'onde, mais personne n'osait le dire, quoi. Et à un moment, j'ai dit bon faut s'y coller, quoi. Je vais quand même essayer de lister. Alors, du coup, on prend 50 notes. Derrière, j'avais tout le backup de tout ce que j'avais fait pour vraiment prouver qu'il y avait un problème. Et puis en fait, voilà, j'ai parlé. Puis après, j'ai eu plein d'hommes qui m'ont contacté par Teams en dehors de la réunion en me disant « Oh, c'est cool ce que tu as fait, je suis tout à fait d'accord, quoi. » Je dis « Mais ils auraient pu y aller, quoi. Ils sont encore plus légitimes que moi, quoi. » Et du coup, j'en ai eu un qui m'a dit « You are a bold woman. » Et là, je l'ai reçu, j'ai fait waouh, c'est quoi? Alors, c'est un mélange de courage et de peut-être un peu de. Voilà, ça serait peut-être le main de fer, là. Alors qu'en fait. C'est courage, ouais, voilà. Et du coup, voilà, c'était top. Ouais. Mais en fait, c'est là qu'on voit qu'en fait, on peut y aller. Du coup, avec ça... qu'on peut y aller, mais aussi que finalement, les hommes sont quand même beaucoup plus stratèges dans leur façon de s'afficher, parce que derrière ça, il y a les enjeux de pouvoir et de ne pas être celui qui va annoncer les problèmes, mais de peut-être laisser les dames y aller. Voilà. Parce qu'il y a cette notion. Voilà, après, c'est le résultat et l'altruisme qu'on met sur... moi, laisser perdre tout l'argent qui serait mal utilisé pour un tel projet, il y a un moment où j'y vais quand même, quoi. Catherine, dans le milieu politique, eh ben, franchement, moi, à contrario, alors, est-ce que c'est aussi avec le temps, la maturité et l'expérience, j'ai plus souffert du regard masculin dans la sphère privée. Voilà, clairement, parce que je pense que c'était plus difficile, ça cognait plus, il y avait plus, voilà, on avait déjà peut-être plus de mal à arriver à s'affirmer sur des postes importants. Qu'en politique aujourd'hui, honnêtement, voilà, alors après, parce que ça fonctionne de manière aussi très différente, mais à partir du moment où voilà, on délivre, moi, j'ai pas ressenti en tout cas cette problématique.
Alors, quelle que soit la taille de la collectivité. Effectivement, quand je suis arrivée, je pense, première maire dans la commune de Vourles, bon, bah forcément, oui, je vois bien que ça a bousculé quand même un petit peu. Alors, positivement, et là aussi, c'est un atout, je pense, d'être une femme. On est quand même dans un monde aujourd'hui où des fois c'est un peu violent. Les administrés, il faut quand même se les farcir, hein, parce que la majorité, elle est silencieuse. Par contre, ceux qui, au quotidien, vous embêtent pour des petites choses, ils sont bien là. Et je trouve que d'être une femme, ça limite quand même. Voilà, il n'y a pas ce rapport un peu de fight qu'on peut avoir qu'ont les hommes. Hein. Donc parfois, les gens se permettent pas les mêmes choses. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, ce que je ressens, moi, alors je ne sais pas si c'est partagé, mais quand même, pour en arriver à ce qu'on fait, on prend quand même beaucoup sur nous et on a beaucoup d'exigences envers nous-mêmes. Voilà. Moi, pour me présenter devant des directeurs de grandes écoles, d'universités, mais voilà, on bosse énormément. C'est-à-dire qu'on a besoin. Moi, j'ai besoin de me dire, est-ce que je suis légitime? Donc, c'est vrai que on parlait de ce syndrome de l'imposteur. C'est vrai que plus d'une fois, je me disais, mais comment je vais faire par rapport à tout ça? Et ça, parce que c'est ancré aussi peut-être en nous, parce que même si on a été, alors pas les premières pionnières, mais quand même dans notre génération, et pour rejoindre, c'est vrai, Marie-Christine, il faut se rappeler quand même qu'il y a eu des lois. Et moi aussi, je ne comprenais pas au début, parce que souvent, pour faire cette parité, on mettait des gens, voilà. Et aujourd'hui, c'était heureusement qu'on a eu ça. Voilà, heureusement qu'on a eu ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi notre rôle de dire toutes là, il faut qu'on soit des modèles pour les petites filles, pour quel que soit, aller en politique, c'est possible, diriger une entreprise, voilà, tout ce qu'on fait là, c'est vraiment ce qu'il faut, en tout cas, qui est important aujourd'hui. Alors justement, on dirait qu'on a travaillé nos réponses pour faire les transitions, parce que quel modèle de leadership faut inventer pour demain maintenant? Puisque là, on a beaucoup parlé finalement de modèles collaboratifs. Tu voulais ajouter quelque chose, Marie-Christine? Là pour la réponse? Ok. Et quels conseils vous donneriez aux femmes qui veulent accéder à des postes à responsabilité? Parce que moi, j'ai quand même beaucoup, souvent la réflexion de plein de femmes au Lyon qui me disent, oui, mais moi, je ne serai jamais Christine Lagarde, je ne serai jamais Marie-Christine Chalut, je ne serai jamais Valérie Poinceau. Des fois, on se dit, elles sont trop loin de moi, et moi, finalement, j'arriverai jamais à monter les échelons de mon entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que à vous écouter, quand même, on l'a pas encore dit, mais je me faisais la réflexion, ça a l'air d'être une vraie galère d'être leader. Parce que vous avez toutes dit quand même qu'il y avait des problèmes, que c'était la galère, que c'était... Donc, et que c'était des milieux conflictuels, qu'il faut se battre pour les budgets, qu'il faut se battre pour faire passer ses idées, qu'il faut se battre contre des gouvernances. Du coup, je me dis, à vous écouter, est-ce que c'est pour tout le monde le leadership, ou est-ce que c'est une façon de l'exercer, et est-ce qu'effectivement on évolue, les modèles évoluent c'est vrai, on disait souvent à Catherine, entre le moment où on a commencé et aujourd'hui, quand on a commencé, il n'y avait pas de femmes qui exerçaient le leadership, donc celles qui étaient là, elles faisaient comme les bonhommes et elles étaient hyper raides. Et puis, en fait, aujourd'hui, tout le monde fait son style. Mais du coup, comment vous voyez les choses? Les 3 temps dans la réponse, parce que tu as abordé plusieurs choses. Je vais essayer de ne pas les perdre au passage. Concernant les rôles modèles, d'un point de vue scientifique, avec une de mes doctorantes, on a quand même fait une petite étude. Il faut faire attention aux rôles modèles too much. J'ai travaillé sur l'entrepreneuriat féminin et la superbe Wonder Woman qu'on met dans tous les magazines, des machins, les choses comme ça, c'est contre-productif parfois. Oui. Parce qu'effectivement, ça va créer un espèce de trop-plein. Mais moi, j'ai même pas envie d'être cette femme-là, etc. etc. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut garder une proximité, dire la réalité, et puis voilà. Concernant le management, et je suis en train de parler de 3e, c'est pas grave, ça reviendra peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ma pensée vraiment profonde, il faut rapprocher les valeurs féminines et masculines, point. C'est-à-dire que pour parler en termes pareil, des recherches, on nous a inculqué un management qui déjà est anglo-saxon, d'accord, et qui a été écrit par des hommes. Bon, on voit déjà où quelques petits points apparaître. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que les femmes se transforment en hommes, il faut que les femmes restent alignées face à ce qu'elles sont, et que le management, ce soit des valeurs masculines, qui ne sont pas genrées, des valeurs masculines et des valeurs féminines qui se rencontrent.
Voilà. Et ça, c'est l'avenir, j'espère. C'est ça que je souhaite. Hein. Voilà. Et ensuite, ce que je pense par rapport aux emmerdes, comme tu dis, oui, je te confirme, il y en a, c'est sûr. Mais tout, on l'a dit, hein, je crois, vraiment, on travaille pour quelque chose. Et quand Valérie parlait tout à l'heure, moi, j'ai la responsabilité de mes équipes, moi, j'ai la responsabilité de mes étudiants. Je veux qu'ils sortent avec l'ouverture des possibles pour eux. Et pour ça, je travaille pour ça, en fait. Tu vois. Et après, le reste, voilà. C'est comme ça. Tu prends des coups, t'en prends pas. Il y a des moments mieux ou d'autres. Mais tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu fais ces choses-là. Et donc, derrière, c'est aussi ça le moteur. Je pense qu'il y a un moteur. Si on veut aller plus loin, je n'ai pas cité encore, mais Femmes et gouvernance, c'était un ouvrage de recherche où tu as, avec plein d'entretiens de femmes et d'hommes qui travaillent sur ces sujets-là. Donc je vous invite à regarder le livre pour noter les références tout à l'heure. Et Valérie, toi, tu t'en penses quoi? Déjà, je pense que déjà, je vais le prendre aussi à l'envers. Il n'y a pas besoin de culpabiliser les femmes aussi. Tout le monde n'a pas besoin d'être leader. Enfin, il y a besoin de tout, on dit, pour faire un monde. Et après, je pense que quand une femme a une volonté, de prendre des responsabilités, mais effectivement, c'est pas forcément d'être Christine Lagarde. Je suis d'accord. Voilà, des fois, on nous parle de quelque chose qui semble inatteignable. Oui. Du coup, ça met dans la tête en même temps, je vais pas y arriver, etc. Voilà, il y a par exemple, si on prend quelqu'un qui est visiteur médical, par exemple, qui veut être directeur régional, c'est totalement atteignable. Si elle a cette volonté-là, il y aura le chemin. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi que les femmes se disent, il y a des bons managers, il y a des mauvais managers, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. On l'a tous vécu. Moi, je me souviens, au début de ma carrière chez Publicis, j'avais une femme qui était manager. Bon, honnêtement, c'était pas un très bon une très bonne manageuse, on va dire. Voilà. Et après, j'ai eu des femmes, j'ai eu des hommes qui étaient des très bons managers. Donc, ça veut rien dire. Donc, si elles ont la volonté, elles trouveront le chemin, les formations et cet alignement. Et moi, le conseil que je donne, c'est d'être aligné. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de prendre le temps de dire, de respirer, de réfléchir effectivement sur qu'est-ce qu'elles veulent faire, qu'est-ce qu'elles veulent accomplir. Et derrière, elles verront comment le faire. Et dernier conseil que je donne aussi souvent, c'est de dire que 90%, même 95% des personnes qui ont obtenu de l'aide en ont demandé. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, allez voir, moi je disais toujours à mes enfants, d'aller voir le prof, d'aller voir les copines, les copains. Voilà. Donc, demandez de l'aide si vous voulez savoir comment une autre personne a fait, que ce soit un homme ou une femme, allez lui demander. Prenez un mentor, c'est ça aussi les mentors qui vont aider, qui vont dire, nous, les coups, on les connaît, donc on va vous dire comment gagner du temps. Et de dire oui à ses super pouvoirs. Et de dire oui à ses pouvoirs. Voilà, si vous voulez, pareil, vous avez les recettes de Valérie à l'intérieur du livre. Donc je le laisse là, vous pourrez le consulter aussi tout à l'heure. Et on n'a pas dit quel modèle inventer pour demain. Tu crois à quoi, toi? Tu crois qu'on va aller vers quoi? Moi, déjà, je pense qu'on a besoin, ça c'est plus une vision globale que j'ai en ce moment, que je ressens pour le monde. Ça y va être ma newsletter d'ailleurs, je viens de finir j'ai une newsletter sur LinkedIn, c'est sur le thème de l'engagement. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un hasard, je pense que c'est une responsabilité d'être un leader, et je pense qu'on a besoin de leaders engagés. Voilà. Okay. Et donc, je pense que le monde a besoin de ça, on a besoin d'engagement, parce qu'il y a une sorte de perte de sens. Et je pense que nos jeunes ont besoin, c'est ce que vous devez enseigner aussi, pourquoi on fait les choses, au nom de quoi on fait les choses. Et si on a des leaders qui sont engagés, forcément, en termes d'exemplarité, c'est important. On va plus suivre un leader qui a cet engagement. Donc moi, je travaillerai là-dessus. Catherine, toi, tu parlais beaucoup de ce nouveau style de management, en tout cas qui est expérimenté chez Bayer en ce moment, ça s'appelle le flat management. Alors en co-responsabilité, je ne vois pas comment ça peut fonctionner, un truc pareil, moi. Mais ça marche. Il y a des exemples d'entreprises. Enfin, je pourrais citer des entreprises françaises comme Disk Engine. Et je pense que ça peut être aussi des styles de management que nos nouvelles générations peut-être veulent plus et qu'elles trouvent. Est-ce que du coup, ça rejoint un peu ce que disait Valérie? Est-ce que justement, c'est pas des managements où finalement tout le monde est beaucoup plus engagé et responsabilisé? Il faut trouver son pourquoi, en fait. Et pourquoi on va participer à ce groupe-là? Qu'est-ce qu'on va y apporter? Et quel est le but final en soi?
Et quand on a des buts dans une entreprise comme la nôtre, chez Bayer, où on fait des médicaments où on protège les plantes pour l'agriculture et qu'on nourrit la planète, on ne se pose pas la question, quoi. Il y a un moment où on est droit dans nos bottes pour donner son maximum avec ce qu'on peut apporter. Et je trouve que c'est là il faut oser apporter cette petite pierre. Donc il faut assumer de se dire, allez, oui, mais en fait, arrêter le côté je me sens pas légitime et se dire, allez, je vais apporter mon morceau. Et en fait, il va se compléter, ça va faire un puzzle avec d'autres. Et alors, quel conseil toi tu donnerais justement à doser qui veulent exercer plus de responsabilités? Par petits pas. Mais on fait comment pour oser? Parce que, pas prendre la parole quand c'est difficile et qu'on a une conviction interne, qu'on est toute seule, c'est les premiers pas. Et avoir, pareil, toujours la bienveillance autour. Hein, on choisit ses équipes, ça tombe bien. En fait, on choisit pourquoi on se bat. On choisit finalement où on va mettre son énergie. Et à partir de là... il y a un alignement, je reviens sur... il y a forcément un alignement et du coup, c'est plus facile d'y aller. Alors ça me fait penser, je ne sais plus avec qui je discutais de ça cette semaine, mais les conseillères de Barack Obama avaient mis en place une stratégie sur ça, justement. Hein, c'était les Obama Girls, voilà. Elles disaient, comme à un moment, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas trop entendues dans les réunions. Oui. Et du coup, elles avaient trouvé une stratégie, c'est-à-dire que celle qui parlait, si elle n'était pas écoutée, il y en avait une deuxième qui arrivait et qui disait « Ah, mais au fait, est-ce que tu as entendu qu'une telle qui est à côté, elle a fait ça, et c'est elle qui a dit ça ?» Puis, si besoin, la troisième, etc. En fait, quand on a des alliés dans des réunions et qu'on sait qu'on peut compter sur ça marche. Donc ça, c'est la du velours importante. On le redit parce que c'est vrai que les femmes ne sont pas toujours très solidaires en entreprise. Ouais, il faudrait augmenter ça. Et en fait, les Obama Girls, comme tu dis, c'est surtout que elles avaient observé que lorsqu'il y avait les réunions, quand c'était une femme qui donnait une idée, personne rebondissait. Et puis finalement, le monsieur qui arrivait derrière et qui disait « mais vraiment, cette idée... » Moi, j'ai une idée, et donc il se l'appropriait, et ça devenait l'idée du monsieur. Et donc, au fait, finalement, avec ce système-là de parade, eh bien, on disait comme Valérie a dit, et tout le monde répétait derrière « comme Valérie a dit, c'est très, très bien ». Voilà, c'est des petites recettes, mais soyons solidaires et appliquons, entraînons-nous. Catherine, toi, tu penses que c'est quoi l'avenir de ce leadership ? Alors, il est complexe aujourd'hui en politique, surtout dans la période troublée qu'on vit. Et je pense que c'est des grosses difficultés. Voilà, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus de vision, en fait. Et on voit bien que ce soit dans toutes les formes de management, tout le monde ne sera pas le manager, mais si on veut emmener effectivement tout le monde, il faut qu'on ait un cap et donner une vision. Et c'est peut-être ce qui manque profondément aujourd'hui au monde politique. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de me donner et de dire, on peut faire de la politique aussi différemment. On peut faire de la politique en menant des projets, en embarquant les gens, bien évidemment, avec nous sur les différents projets. Donc moi je suis assez raccord avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il faut oser. Et ça, c'est vrai que ne rien s'interdire en tout cas, parce que c'est vrai, aujourd'hui on va pas, il faut pas forcer toutes les jeunes filles à aller vers à devenir manager, à devenir leader. C'est pas la volonté aujourd'hui. Je crois qu'il faut pas aller dans ce sens-là, mais en tout cas essayer de raccorder, bien sûr, d'être ces idéaux, en tout cas ce qu'on a envie de faire, et d'essayer effectivement d'aller au bout. Et c'est vrai que les modèles, je suis d'accord, le modèle Marie Curie par exemple, parce que moi je porte notamment un grand projet entre les lycéennes et les étudiantes pour justement embarquer davantage de jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques. Et c'est vrai qu'il faut, là on va rentrer dans des périodes où on va avoir des modèles féminins, mais le modèle féminin, ça pourrait être la jeune fille qui fait des études de sciences, qui est avec nous, pour devenir vétérinaire. Voilà, c'est ça. Pourquoi j'ai choisi d'aller sur ces filières, etc. Donc oui, effectivement, il ne faut pas mettre la barre trop haute, mais dire aux jeunes filles, c'est possible en fait. Ne vous interdisez rien, en tout cas, allez au bout de vos rêves. C'est déjà lutter contre cette pression sociale qui peut,
dans votre famille, vous faire en sorte que vous n'osiez pas en fait aller. Alors ça, c'est pour le côté scientifique, les jeunes. Mais alors, on le retrouve dans beaucoup de domaines de la vie en général. Et on est dans une année particulière, parce qu'on verra l'année prochaine les élections municipales. Justement, les femmes, on dit souvent qu'elles n'osent pas s'engager. Quel conseil tu donnerais? Parce qu'en fait, on se dit tout le temps, c'est pas possible, être mère. C'est vrai. Et moi, en tant que mère, j'avais plus de femmes à qui j'ai dû dire non parce que j'avais trop de femmes par rapport aux hommes. Ouais. Donc ça veut dire qu'on cultive quelque chose quand même. Le leadership, il est là. Moi, j'avais beaucoup plus de femmes et le fait d'être une femme, je pense que réellement, certaines d'administrés se sont dit tiens, c'est une femme, c'est chouette, oui, je veux bien rejoindre l'équipe. Quoi. Bon, après, malheureusement, j'avais plus de place, mais parce que là, on a la parité pour le coup. Donc l'important, c'est quand même un signe. C'est quand même un signe. Et parce que aussi, peut-être que les femmes se sentent plus confortables avec un leader féminin aussi. Hein. Peut-être qu'on peut se le dire. Et alors, on va terminer cette table ronde par une petite question flash. C'est le mot de la semaine, j'ai l'impression. Quelle est la qualité indispensable d'un leader pour vous aujourd'hui? Parce qu'on peut juste terminer sur ça. Moi, j'aurais dit l'altruisme. On fait pour les autres. Okay. Pour voilà, vraiment. La qualité. La résilience. Ouais. Le mot de la semaine pour Valérie. L'écoute et l'observation. Alors, un seul mot. L'écoute. Non, je te taquine parce que universitaire, c'était facile. Mais là, il faut répondre à la commande, on a dit. Être engagé. Voilà, l'engagement. Je pense. Très bien. Merci. Merci beaucoup à toutes les quatre. Je pense qu'on peut les applaudir, nos invités.